Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à Husserl, auteur que je n'avais plus abordé depuis fort longtemps. Aujourd'hui, c'est la réflexion présente dans son dernier grand ouvrage publié à titre posthume qui va nous intéresser ici, à savoir la crisis des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. Je vais particulièrement m'attarder sur un texte complémentaire présent dans cet ouvrage et issu d'une conférence de 1935 à Vienne qui se nomme « La crise de l'humanité européenne et la philosophie ». Tout d'abord, quelques précisions historiques et philosophiques s'imposent si l'on veut vraiment comprendre quel est l'objectif de Husserl derrière ce texte et où il veut en venir précisément. Je ne reviendrai pas dans le détail sur des éléments de sa pensée qui sont des éléments basiques. Je les ai déjà développés dans un autre enregistrement qui doit dater d'il y a 2 ans environ, donc je vous y renvoie si vous le souhaitez. Husserl est célèbre pour avoir développé la phénoménologie, à la suite de Brentano, qui en tant que science des phénomènes étudie ce qui nous apparaît et vise la description aussi rigoureuse que possible de nos vécus de conscience. Il faut bien comprendre que la phénoménologie husserlienne radicalise la position kantienne dans la mesure où il n'y a plus de phénomène pour un sujet, mais où ce qui apparaît est intégralement constitutif de la conscience qui s'y rapporte. Il y a intentionnalité car la conscience est conscience d'objet. La phénoménologie va alors s'attarder sur le rapport qu'entretient notre conscience avec ce monde qui lui apparaît comme étant extérieur mais qui constitue son vécu. Husserl découvre alors que ce qui apparaît toujours comme horizon limité. Ce qui surgit sous l'angle de l'apparition apparaît toujours sous un fond d'éléments que l'on ne peut connaître en totalité, mais qui pourtant sont bel et bien là. Ainsi, le paysage qui s'offre à nous lorsque nous nous promenons, ou encore l'immeuble que nous avons en face de nous, ne peuvent jamais nous apparaître dans leur entièreté. Aucun point de vue n'est omniscient, et nous vivons dans un monde commun, structuré autour d'une multitude de points de vue possibles. Précisément, la crise dont parle Husserl dans cet ouvrage est une crise de la raison, mais aussi à travers elle, de la science qui ne parvient plus à donner un sens ou une direction commune à l'humanité. Husserl montre alors que la science ne tend plus vers un but universel et concret, qui serait en prise avec les préoccupations réelles de l'humanité. Pour être plus précis, Husserl va démontrer que la science a perdu de vue son fondement que la phénoménologie husserlienne va se charger de rappeler. Je suis bien conscient que tout ceci peut paraître abstrait, mais vous allez voir qu'en réalité ce que dit Husserl n'a pas du tout vieilli, et qu'il est très facile de le rapprocher de notre actualité, comme je vais le démontrer ultérieurement en utilisant un exemple fictif. Tout d'abord, il faut préciser que dès la première partie de cet ouvrage, la crise des sciences comme expression de la crise radicale dans la vie de l'humanité européenne, Husserl ne remet pas en question l'efficacité de la science, efficacité entendue en un sens performatif, bien au contraire même. Il loue par ailleurs, je cite, la rectitude inattaquable de leur prestation méthodique qui constitue leur scientificité au premier sens. Fin de citation. Autrement dit, Husserl ne critique nullement l'exactitude de la science qui repose sur une certaine objectivité classique comme conformité à l'objet, mais il critique plutôt, comme on va le voir, le fait que la science ait oublié sa propre fondation. Cette fondation, c'est, nous dit Husserl, le monde de la vie, le monde concret et vivant dans lequel le sujet est pris dans ses activités quotidiennes, régi par ses habitudes. Ce monde de la vie, qui demeure une notion très importante dans cet ouvrage, est aussi décrit comme monde historique et spirituel, un monde où la vie à laquelle l'homme participe produit de la culture et donc des idées et des valeurs communes formant une société. Par ailleurs, c'est ce partage de repères culturels et spirituels communs qui a permis l'Union européenne.
elle-même en crise au moment où Husserl prononce sa conférence. On sait par ailleurs que peu de temps après, elle ne résistera pas au conflit lié à la Seconde Guerre mondiale et sera dissoute en 1946 en tant que Société des Nations, qui était son ancienne appellation. Il y a donc une nécessité pour la philosophie, ici la phénoménologie, de redéfinir l'objectivité dite scientifique. Est-ce que l'on peut dire que celle-ci se limite à étudier des faits et à les décrire aussi fidèlement que possible ? Il y a pour Husserl deux écueils qui caractérisent la science moderne et qui entraînent la perte de sens du monde dans lequel nous vivons, car l'homme va sacraliser la science et ne voir le monde qu'à travers une vision tronquée et réduite de cette dernière. Toutefois, je le répète, Husserl ne critique pas la science, mais s'interroge plutôt sur le rapport que nous entretenons à la science dans notre existence. Que signifiait-elle au XIXe, par exemple, et signifie-t-elle encore aujourd'hui dans l'existence humaine ? Husserl résume ainsi le problème qu'il compte aborder ici, je cite, « La science moderne ne peut pas guérir la conscience européenne, car elle est elle-même l'une des causes de cette crise. Elle est d'ailleurs elle-même en crise, faute de s'être interrogée sur son essence. Elle n'est pas un ensemble de faits, mais une émanation de l'esprit humain, comme le montrent les incertitudes de la physique quantique. La science est incapable de guérir la conscience européenne, elle n'a rien à nous dire concernant les problèmes fondamentaux de l'existence, et loin d'être neutre, elle peut être, dans ses applications techniques, un puissant auxiliaire de la barbarie. » Fin de citation. Ce que Husserl constate ici, c'est que la science moderne n'est pas neutre, au sens où tout dépendrait finalement de ce que l'on décide d'en faire, affirmation ô combien classique qui sera également critiquée plus tard par son élève Heidegger, lui aussi, à propos de la technique, car ces recherches sont nécessairement orientées et elles peuvent favoriser la barbarie dans son développement. Barbarie qui peut passer par un repli sur soi et une hostilité potentielle à l'égard des autres pays. On peut penser notamment au développement scientifique d'armes toujours plus meurtrières, qui sont bel et bien le produit du savoir des scientifiques par exemple. Il y a deux grandes écoles de pensée qui au niveau scientifique ont conduit petit à petit à l'oubli du sens à donner à l'histoire de l'humanité et au sens que devra avoir le développement du savoir scientifique, la science galiléenne d'un côté et le positivisme scientifique issu d'Auguste Comte de l'autre, le second étant bien plus récent puisque du 19e siècle. La science galiléenne a réalisé une formidable abstraction de la nature. Elle la conçoit de manière totalement idéalisée, abstraite. Elle a théorisé le monde naturel sous la forme d'une quantité de formules algébriques complexes et a coupé ainsi nécessairement le sujet avec son propre monde concret dans lequel il évolue. D'ailleurs, c'est le principe même d'une abstraction. Abstraire, c'est séparer. Cet apport scientifique de Galilée a donné lieu à ce que Husserl considère comme une raison calculante, capable de concevoir l'entièreté de la nature sous l'angle de l'abstraction mathématique. Il s'agit d'un accomplissement rationnel qui réduit l'ensemble du réel à des calculs. Toutefois, cette raison théorique et calculante ne donne pas accès au monde vivant lui-même, mais à une abstraction pure et simple de ce dernier. Tandis que la tendance positiviste issue d'Auguste Comte, elle en revanche, veut réduire l'objectivité scientifique au strict constat des faits selon des lois de relations causales qui unissent les phénomènes en un tout cohérent. La science devrait ainsi, en mathématiques, se résumer donc à des formules précises. Elle devrait réussir à résumer en formules précises la quantité de ressources naturelles que l'on peut trouver dans telle ou telle région du globe par exemple. Ainsi, les mathématiques servent d'aide à la production issue des réserves naturelles. Et au niveau de la physique, elle devrait se borner, la science donc, à décrire des faits et à essayer de rendre compte des constats invariables au sein des faits qui se produisent lorsque tel ou tel protocole expérimental est testé par exemple. On a donc le côté froid et abstrait des mathématiques d'un côté,
et le côté empirique et factuel de la physique de l'autre, la science n'envisage plus le réel comme un thème de réflexion, mais comme un objet que l'esprit scientifique analyse et utilise à des fins utilitaires. La simple science des corps n'a rien à nous dire puisqu'elle fait abstraction de tout ce qui est subjectif, nous dit Husserl. L'objectivité de la vérité scientifique ne s'intéresse qu'à ce que le monde est en fait, elle ne se prononce pas sur les valeurs de l'être humain. La science, en ne laissant valoir qu'une objectivité factuelle, rend impossible le fait de donner un sens au monde et à l'humain qui l'habite. Husserl prétend que la science n'a pas toujours eu cette tendance strictement descriptive et étrangère au caractère spécifique de l'existence humaine. Il y aurait eu, selon lui, un tournant dans la Renaissance, au moment où l'on a voulu retrouver une forme d'autonomie issue de la raison, comme les anciens de l'Antiquité grecque, par opposition au Moyen-Âge qui était déprécié car fondamentalement religieux dans ses aspirations. La raison va alors donner des règles de vie de façon autonome. La philosophie est alors perçue comme une théorie qui rend libre, qui permet de se libérer des mythes, des préjugés et de la tradition. Dans les premiers temps de la modernité, les sciences sont alors pensées comme des branches de la philosophie, qui doit être construite comme un système dont le progrès est indéfini. C'était le sens de l'arbre de la connaissance de Descartes, présent dans ses principes de la philosophie, permettant de saisir l'unité du savoir humain et apportant une réponse aux différentes questions pourvues de sens. Vous vous rappelez, le tronc c'est la physique, les racines c'est la métaphysique, et dans les branches on retrouve notamment la mécanique, la morale. Bon, il y avait cette idée-là que les réflexions métaphysiques, vraiment sur le pourquoi du monde, sur son existence, devaient être à la racine même de toute démarche qui s'avérerait ensuite critique, scientifique. Bon, là maintenant, la science est complètement coupée, séparée de ses aspirations. Or, la science moderne, justement, influence notre vision du monde en centrant l'humanité sur ce qui relève du simple fait et éclipse par principe les questions d'ordre existentiel qui sont pourtant fondamentales et qui amènent à se prononcer sur le sens ou le non-sens de l'existence, tandis que c'est une réponse rationnelle qu'il faut apporter à ces questions. Toutes ces questions abandonnées par la science ont un point commun, être des problèmes de la raison. Le positivisme décapite la philosophie, nous dit Husserl, pour les raisons que j'ai évoquées, car il restreint le champ de la vérité au seul savoir scientifique. Descriptif et paradoxalement perd de vue la vie concrète dans laquelle la réflexion humaine se déploie. Ça a beau être terre à terre, paradoxalement, ça perd de vue la dynamique qui a lieu lorsqu'un sujet existe, lorsqu'il évolue dans son environnement. Autrefois, dans l'Antiquité, la métaphysique était pourtant la science des questions ultimes, les plus élevées. Elle sera même considérée comme reine des sciences au XVIIIe siècle. Les choses changèrent justement à ce moment-là avec le fait que les sciences positives parviennent à des résultats faisant consensus par leur méthode. C'est l'objectivité qui est justement la valeur ajoutée de la science. Elles font l'unanimité pour ça. Tandis que les systèmes métaphysiques ne faisaient que bâtir des théories impressionnantes mais divergentes entre elles. Le contraste entre les deux a fini par laisser penser que la science dite positive était donc plus fiable que la philosophie métaphysique ou spéculative. L'homme se concentre alors exclusivement sur le fait, sur ce qui est factuel, mais ne s'interroge plus sur son rapport au fait ou sur le regard qu'il porte sur celui-ci. Or, c'est précisément l'objet de la réflexion phénoménologique. C'est ce que nous dit Husserl lorsqu'il dit, je cite, « Le retour authentique à la naïveté de la vie, mais dans une réflexion qui s'élève au-dessus de ce sol, est l'unique chemin possible pour surmonter la naïveté philosophique latente dans la scientificité de la philosophie objectiviste traditionnelle. » Fin de citation. Donc là, on voit très clairement qu'il s'en prend au positivisme, comme je l'ai dit. On retrouve donc ici
la méthode husserlienne qui consiste à sortir de l'attitude naturelle, celle où le sujet est pris dans ses habitudes et cherche uniquement ce qui est conforme à son intérêt immédiat. Il s'agit de suspendre nos préjugés et nos mécanismes de pensée habituels pour en comprendre éventuellement l'évidence ou le fondement. C'est précisément ce que les scientifiques devraient faire dans leur pratique, faute de quoi le développement du savoir scientifique restera aveugle ou sera déterminé par des directives gouvernementales qui n'ont de sens qu'à court terme, si on veut vraiment prendre un exemple concret. Ce que Husserl dénonce et met en relief dans son ouvrage, c'est le fait que les sciences soient aveugles à leur propre fondement et en oublient le sol de la vie sur lequel elles sont amenées à se déployer. Je vais à présent me pencher sur un texte difficile sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler il y a fort longtemps, lorsque j'étais encore un bébé de 21 ans environ, et sur lequel je me suis de nouveau penché avec pratiquement une décennie d'années en plus dans la tête. Donc je me suis repenché dessus pour l'occasion, et je trouve que ce texte aborde bien ce problème-là. Il s'agit d'un extrait de La crise de l'humanité européenne et la philosophie, traduction de Paul Ricoeur, page 87-89. Je cite « La science mathématique de la nature est une technique admirable qui permet des inductions d'une fécondité, d'une probabilité, d'une précision, d'une facilité de calcul qu'on aurait pu soupçonner auparavant. En tant que création, elle marque un des triomphes de l'esprit humain. Mais si l'on considère la rationalité de ces méthodes et théories, elle est complètement relative. Elle présuppose déjà l'apport fondamental d'une disposition. Or, cet apport est lui-même totalement dépourvu de rationalité effective. En même temps que l'environnement intuitif, ce facteur purement subjectif a été oublié dans la mathématique scientifique. On a oublié en même temps le sujet lui-même qui la met en œuvre, et le savant n'accède pas au rang de thème de réflexion. De ce point de vue, la rationalité des sciences exactes reste dans la ligne de la rationalité qu'illustrent les pyramides égyptiennes. Fin de citation. Je fais une coupe ici, car on constate déjà un élément essentiel qui fait écho à ce que je disais précédemment, le fait que toute science parte nécessairement d'une disposition et demeure donc relative à celle-ci. Ce qui veut dire aussi, en passant, qu'il n'y a pas de science absolue. En effet, la mathématique influencée par Galilée, comme je l'ai déjà exposé, permet l'élaboration de calculs toujours plus précis et féconds, mais si Husserl parle ici de rationalité relative, il le dit précisément parce que selon lui, ce n'est pas la rationalité mathématique qui est la rationalité dite effective. La véritable objectivité effective, qui serait donc réellement concrète, serait éclairée par la prise de conscience du fondement des mathématiques. Tout d'abord, les mathématiques reposent sur des axiomes ou tout du moins des postulats, et leur dimension abstraite est nécessaire à leur élaboration, mais de fait, ils font abstraction de ce qui est pourtant leur assise initiale, le monde vivant dans lequel a lieu l'activité humaine. L'environnement, que saisit la conscience humaine comme son objet, est oublié, tout comme la dimension subjective de celui qui calcule et opère des recherches scientifiques toujours plus poussées. Oui, la science est toujours plus performante, et ses résultats toujours plus précis et incisifs, mais cela justifie-t-il pour autant que le scientifique n'ait aucune réflexivité sur sa pratique ? Cela justifie-t-il que la science oublie de réfléchir à son impact sur le long terme et au sein même du monde dans lequel elle se développe ? Ce monde qui nous entoure, et que la science a pris comme objet d'étude, n'est jamais un thème de réflexion philosophique pour cette dernière, puisqu'elle est désolidarisée de ce rôle en le délaissant à la spéculation métaphysique, comme on l'a dit précédemment. L'exemple des pyramides que prend ici Husserl, lorsqu'il compare la rationalité des sciences exactes, peut s'interpréter comme le fait que le produit de la science moderne soit bluffant dans sa perfection formelle, mais dépourvu de sens. Les pyramides possèdent ce côté mystérieux,
Mais Hegel disait déjà que leur lourdeur et la lourdeur de la matière qui les constitue et les lignes extrêmement droites qui participent de leur perfection, la régularité de leur forme, est encore étrangère à l'esprit humain, à ce que l'esprit humain pouvait avoir d'élevé, de spirituel. Or, le résultat de la science a beau être parfaitement droit et rigide, cette dimension spirituelle n'est pas encore évidente du fait de l'absence de réflexivité sur le sens réel de la démarche scientifique et sur le fait que la science oublie le monde dans lequel s'ancre sa propre pratique. Husserl poursuit en disant, je cite, « Il est vrai que, depuis Kant, nous avons une théorie propre de la connaissance et d'autre part, la psychologie se propose à nous. En prétendant à l'exactitude des sciences de la nature, elle veut être la science générale et fondamentale de l'esprit. Mais notre espoir d'une rationalité effective, c'est-à-dire d'une évidence intellectuelle véritable, est ici comme partout déçu. Les psychologues ne remarquent aucunement que même eux n'ont pas accès à eux-mêmes et à leur environnement vital, considéré dans son thème propre. Ils ne remarquent pas qu'ils se présupposent eux-mêmes à titre préalable comme hommes vivant en communauté et appartenant à leur propre environnement et au temps de l'histoire. Ils se présupposent eux-mêmes dès là qu'ils tendent vers la vérité en soi, valable en général pour quiconque. Son objectivisme interdit absolument à la psychologie d'inclure dans son thème de réflexion l'âme, le moi qui agit et souffre, pris en son sens le plus propre et le plus essentiel. À supposer qu'elle puisse objectiver et traiter inductivement les vécus de l'évaluation, les vécus volitifs répartis dans les corps vivants, peut-elle en faire autant avec les buts, les valeurs, les normes ? Peut-elle ériger la raison en thème de réflexion, au titre par exemple de disposition ? On oublie totalement que l'objectivisme, considéré comme l'œuvre du savant, en quête de normes vraies, présuppose justement ces normes. Qu'on ne peut donc vouloir dériver cet objectivisme des faits, car les faits y sont déjà désignés comme des vérités et non comme des fictions. Fin de citation. Bon, je vais pas tout expliquer dans le détail, mais je vais quand même vous donner l'essentiel. Ici, Husserl opère une critique de la psychologie qui, elle aussi, oublie la relation dynamique que le sujet, humain en général, pas simplement le scientifique, entretient avec son environnement. Kant le disait déjà, il n'y a pas de jeu transcendant, mais un jeu transcendantal. Quand je me nomme en utilisant « jeu », c'est uniquement pour faire correspondre un contenu d'expérience à un sujet, mais ce sujet-là n'a pas de valeur en termes de connaissance, car il passe par un ensemble d'états mentaux et affectifs desquels aucune loi universelle ne peut être déduite. Ainsi, la psychologie aura beau essayer de dresser à grands traits, justement, des profils, celui-ci est dépressif, cet autre-là est obsessionnel, etc., elle le fera toujours à partir d'un sujet extrait de son propre environnement, isolé et sans prise directe avec sa quotidienneté. Elle parlera alors d'un ego abstrait et sans prise immédiate avec le réel, selon des catégories générales. Husserl rappelle ici que toute analyse psychologique présuppose un contexte historique, social, et ici encore la notion de monde vivant, qui est fondamentale pour comprendre la portée de l'analyse husserlienne, est sous-jacente. La psychologie opère des généralités mais oublie le monde qui lui est donné d'emblée, chose dont elle prendrait la peine de se rendre compte si elle était phénoménologie et non pas psychologie, puisqu'elle suspendrait, via une réduction transcendantale, l'évidence du monde dans laquelle elle déploie ses analyses. La crise de la psychologie a donc en commun avec celle de la science expérimentale ou avec les sciences dites dures, d'oublier leur environnement et de viser avant tout l'exactitude d'un résultat, d'un diagnostic pour la psychologie, d'un calcul ou d'une découverte scientifique majeure pour la mathématique et la physique. De fait, la psychologie ne peut nous renseigner sur les buts, les normes et les valeurs qui régissent la vie commune,
ni même le sens du mot « raison », qui est pourtant en pleine crise durant ce XXe siècle tumultueux, où Husserl prononce cette conférence. Je rappelle que la crise, c'est justement par définition une rupture qui a lieu avec un ancien modèle, et ici on présuppose justement que la définition de la raison que l'on a donnée comme étant essentiellement scientifique ne suffit plus et ne peut pas satisfaire à une définition universellement valable, notamment à cause des conséquences pratiques dangereuses que ça peut avoir à terme. Le monde n'est pas une pure extériorité, mais ce dont on fait déjà toujours l'expérience et dont nous sommes indissociables. Bon, ça, c'est un élément vraiment essentiel de la phénoménologie husserlienne qu'il faut rappeler. Ce monde qui nous est donné d'emblée est un monde constitué par les actes antérieurs des personnes qui y vivent. C'est un monde commun, spirituel et historique. C'est un terrain d'expérience commune, et c'est précisément ce que la science objective oublie également selon Husserl. La philosophie doit pouvoir remplir son rôle de fondation si elle revient au monde de l'expérience, antérieur aux sciences et à leur division en différentes branches. Il faut revenir au monde de la vie pour Husserl, qui est un monde donné de façon première, qui est une donnée fondamentale dans notre rapport aux choses, la phénoménologie s'intéressant au vécu de la conscience, à sa description rigoureuse et non pas psychologique, mais celle du phénomène qui en fait justement partie intégrante, puisque la conscience est toujours conscience de quelque chose. Le savant n'est donc réellement objectif, non pas en s'attachant au fait même, mais en prenant acte du fait qu'il vit dans un monde déterminé par un contexte historique et par des repères culturels fondamentaux. Husserl dit, je cite, « Le monde de la vie est le monde sans cesse donné d'avance, valant sans cesse et d'avance comme étant, mais qui ne tire pas cette validité d'un projet ou d'une thématique, quel qu'il soit, ni conformément à un but universel quelconque. Tout but, au contraire, le présuppose, y compris le but de le connaître dans une vérité scientifique. » Fin de citation. Pour illustrer de façon concrète ce que dit Husserl, et que cela paraisse un peu moins abstrait, je vais faire un rapprochement avec une situation fictive qui s'inspirerait tout de même d'une certaine réalité, donc toute ressemblance avec des événements qui vous semblent familiers serait purement fortuite. Imaginons un corps de métier assez récent en sciences, les ingénieurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle par exemple, ce qui compterait, en imaginant que l'intelligence artificielle se développe toujours plus vite et à un rythme effréné, ça serait la performance, le souci de l'exactitude des calculs du logiciel en question qui sera capable de produire la meilleure combinaison de mots conforme à ce qu'un utilisateur est en mesure d'attendre. À aucun moment il n'est demandé aux scientifiques de réfléchir en profondeur aux conséquences concrètes à long terme dans le monde dans lequel leur activité a lieu, le monde des êtres humains, pas des machines. Non, ce qui compte, c'est le résultat, voir jusqu'où la science peut aller et atteindre un résultat aussi performant que possible. Le sens profond ou les valeurs éventuelles derrière cette démarche, qui consisterait à faire de l'intelligence artificielle quelque chose de toujours plus fou dans ses prétentions, ne sont jamais interrogées. La preuve, dans cet exemple fictif, encore une fois, les gens non scientifiques auraient l'impression de subir de plein fouet l'oubli du monde commun et vivant dans lequel ils sont amenés à évoluer dans des corps de métier qui seront potentiellement remplacés progressivement et où leur travail et ce qui leur tient à cœur sera remplacé petit à petit par des machines, par des intelligences artificielles. Ils n'y peuvent rien, ils ne sont pas scientifiques, et si mis entre parenthèses du projet il y a, avec un peu de réflexivité, cela ne peut venir que de ceux qui sont derrière le projet. Et encore, ceux qui le développent, pas ceux qui se contentent justement de travailler dessus pour permettre à celui-ci de se développer. Donc pour peu qu'ils aient cette prise de conscience, bien entendu, eh bien c'est précisément ce que Husserl, qui pourtant n'est pas Nostradamus, voulait sans doute nous dire. Le scientifique qui aurait suspendu son attitude naturelle et reconsidérerait le monde dans lequel il effectue son activité comme un monde humain et partagé,
se donnerait alors sans réserve aux idées humaines qui doivent nécessairement orienter son activité. Le monde concret, celui de la vie, n'est pas et ne sera jamais celui des mathématiques et de l'abstraction, celui de la science. Mais Husserl envisage aussi ce monde de la vie comme celui de l'attitude quotidienne, lorsque nous sommes pris par nos propres intérêts, celui de l'attitude naturelle est justement l'époquée, suspension de cette attitude naturelle est ce qui révèle ce monde donné au préalable à la conscience. On le quitte momentanément pour mieux en prendre conscience, car il est ainsi révélé comme monde naturel. C'est en cela que consiste l'époquée transcendantale. Donc l'époquée transcendantale n'est pas la perte du monde commun, où l'ego se viderait de tout contenu d'expérience en le laissant de côté. C'est au contraire la prise de conscience de ce dernier comme le sol de toute vie, où l'homme se donne un but et déploie son existence. Husserl ne remet pas pour autant en question ce qui est évident, il pense surtout que le monde abstrait du rationalisme entraîne une perte du monde de la vie, et la réduction phénoménologique permet la prise de conscience du monde réel pour tous les sujets. Le monde réel avec ses préoccupations humaines. Le retour au monde de la vie nous montre que le monde apparaît de façon première comme horizon indéterminé. L'idée de l'unité du monde se révèle avec le retour au monde perçu. Il apparaît alors suite à la réduction transcendantale que nous sommes au monde en le constituant, qu'il est un monde commun, un monde de l'humanité historiquement déterminé auquel nous prenons part. Le sens de notre être est alors de prendre part à la constitution du monde de manière commune. Chaque individu appartient à une génération et ne devient homme qu'en étant un des hommes. Il n'est pas possible de se replier sur une forme d'ego abstrait qui serait indifférent au monde. Nous pouvons alors découvrir que nous possédons un vécu entrelacé dans le vécu d'autres individus et prenons conscience de notre responsabilité comme donation de sens à l'histoire à laquelle nous appartenons, pas seulement de ce que l'on a voulu dans notre propre vie, et à partir de là du monde commun qui est celui de l'histoire. On ne décide pas de l'histoire dont on hérite en fonction du pays où on vit, du contexte dans lequel on évolue, mais c'est nous qui en faisons quelque chose après. Donc Husserl, dans le cadre de la crise que traverse l'Europe, dénonce la réduction du monde à une partie du monde. L'Europe ne constitue plus une unité mais une masse d'intérêts divergents et conflictuels. Les scientifiques sont directement responsables de la barbarie moderne car ils demeurent aveugles à l'idée qui gouverne la science et l'humanité. L'idée qui anime l'Europe est une idée infinie. L'union des pays qui la caractérise montre une forme de familiarité à l'égard de cultures étrangères, mais cet idéal d'union des nations se limite à une certaine perspective géographique et semble indéfinie. On ne sait pas jusqu'où justement s'étendrait la familiarité des pays initialement étrangers les uns aux autres. Tant qu'il y aura des frontières, tant qu'il y aura des pays distincts, a priori, c'est pas près d'arriver. Donc l'humanité européenne n'a pas été à la hauteur de son projet, et plutôt que d'élaborer des buts infinis, perpétuellement valables, s'est contenté de buts finis, c'est-à-dire d'intérêts valables à court terme. La définition de l'histoire que donne la phénoménologie est celle de la vie du monde culturel. La philosophie doit éveiller l'humanité au principe qui doit gouverner le monde. Il s'agit ici de la constante responsabilité de soi au sein d'une vie commune sédimentée par des idées qui ont une valeur infinie. Le philosophe a donc comme responsabilité d'éveiller l'humanité à la conscience de la totalité et de l'arracher à sa limitation, à sa tentative de se replier sur lui, et de ne pas rester derrière des limitations dans lesquelles cette humanité-là a tendance à s'enfermer. La tâche du philosophe sera de créer une communauté d'esprits libres, s'unissant aux autres hommes autour d'un même but, et œuvrant à un monde réellement commun qui nous est donné de façon première à partir d'idées dont la valeur vaut infiniment. Il appartient à l'essence de la vie de se recevoir et de se transmettre. L'homme constitue donc toujours le monde dont il a hérité pour le transmettre aux générations futures.
En suspendant notre tendance à confondre l'abstraction avec la réalité, de simples faits avec le monde dans lesquels ceux-ci se déploient, ou encore des généralités psychologiques avec des individus concrets et vivants, nous reviendrons ainsi au monde vivant dans lequel nous sommes bien amenés à coexister et où nous sommes responsables les uns des autres. L'objectivité de la science, celle d'une science dite rationnelle et effective, sera empreinte de cette prise de conscience et de la nécessité de se donner un sens avant de chercher la performance à tout prix, ou bien elle ne sera pas ce qu'elle prétend être. Je vous remercie pour votre attention, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt.